Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Nous sommes ensemble pour plus de 2 heures d'actualité internationale et on va parler de cette arrestation qui fait grand bruit aujourd'hui à Paris. Un suspect du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Riyad. L'Arabie Saoudite affirme qu'il y a erreur sur la personne. La France, de son côté, a exécuté un mandat d'arrêt délivré par la Turquie. Jamal Khashoggi avait été tué à Istanbul, vous vous en souvenez. Rien de nouveau dans l'échange entre Joe Biden et Vladimir Poutine qui s'est déroulé ce mardi. Le président américain s'est inquiété d'une possible offensive russe sur l'Ukraine et a menacé Moscou de sanctions. Son homologue russe, lui, s'est dit inquiet de l'élargissement de l'OTAN jusqu'aux frontières russes. Nous irons à Kiev pour voir la réaction de l'Ukraine avec notre correspondant Gulliver Cragg. Et puis des réfugiés Rohingyas portent plainte contre Facebook. Ils accusent le réseau social d'avoir encouragé le partage de contenus haineux qui ont, encouragé le génocide des Rohingyas en Birmanie. C'était en 2017. Ils réclament 150 milliards de dollars d'indemnités. Le politologue David Camroux du CERI, spécialisé dans l'Asie du Sud-Est, est notre invité. Un suspect du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi a donc été arrêté à Paris à l'aéroport de Roissy. Il s'apprêtait à prendre un vol pour Riyad. Cet homme, Khalid Al-Otaibi, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par la Turquie. Il est soupçonné d'avoir fait partie du commando qui a assassiné le journaliste au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en 2018. Retour sur cette arrestation qui intervient 3 jours après la visite à Riyad du président français. L'arrestation a eu lieu dans la matinée de mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Un Saoudien de 33 ans est interpellé par la police aux frontières alors qu'il s'apprête à embarquer pour rentrer dans son pays. Celui-ci serait Khalid Al-Otaibi, membre du commando venu de Riyad, qui a assassiné le journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre 2018 dans le consulat du Royaume à Istanbul. Il faisait partie du groupe responsable de la réception du corps ou des bouts du corps de M. Khashoggi et a priori, il ferait partie de ceux qui ont déterminé où ce corps allait être caché. Donc cet individu pourrait avoir des informations extrêmement importantes pour la justice et pour la famille. L'Arabie Saoudite parle d'une erreur d'identité, mais des sources policières françaises confirment qu'il s'agirait bien de cet homme qui aurait voyagé plusieurs fois en France ces dernières semaines. Un mandat d'arrêt international contre lui et ses complices présumés avait été émis par la Turquie. Actuellement en rétention judiciaire, il pourrait être extradé vers ce pays. La veuve de Jamal Khashoggi s'est félicitée de son arrestation. Je salue l'arrestation aujourd'hui en France de l'un des meurtriers de Jamal. La France doit le juger pour son crime ou l'extrader dans un pays capable et désireux d'enquêter et de le poursuivre, de même que la personne qui a donné l'ordre de tuer Jamal. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie Saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations, notamment de la CIA, le prince héritier Mohammed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. L'arrestation de ce mardi sur le territoire français intervient 3 jours après la visite d'Emmanuel Macron à Riyad. Une visite justement critiquée pour avoir remis sur le devant de la scène le régime à l'origine du meurtre de Jamal Khashoggi. L'entretien du jour entre les présidents américains et russes, Joe Biden a répété encore une fois les menaces de sanctions économiques, entre autres, si la Russie menait une offensive sur l'Ukraine, et s'est dit inquiet de l'accumulation de troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Que cherchait à obtenir Joe Biden de cette discussion ? La réponse de notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. D'abord la désescalade évidemment, mais surtout le rétablissement d'un rapport de force qui convienne à la Maison-Blanche. Joe Biden était en première ligne, souvenez-vous, en 2014, lorsque Vladimir Poutine avait demandé à ses troupes de s'emparer, ou en tout cas de ses mercenaires, de s'emparer d'une partie de l'Ukraine. C'était l'annexion de la Crimée, une humiliation diplomatique pour la Maison-Blanche, une humiliation que n'a pas oubliée Joe Biden et qui lui fait particulièrement
redouter les initiatives de Vladimir Poutine à la frontière de l'Ukraine. L'une des solutions que pourrait opposer Joe Biden et pour contrecarrer les plans soupçonnés, supposés, en tout cas par le Pentagone, d'envahir cette partie de l'Ukraine, est tout simplement le soutien d'abord aux armées ukrainiennes, mais également aux armées de l'Union européenne, membres de l'OTAN, qui sont également en première ligne, ce qui a justifié d'ailleurs que la Maison-Blanche s'entretienne avec les principaux leaders de l'Union européenne, d'abord avant cet entretien avec Vladimir Poutine, mais il y aura également un débriefing de cette visioconférence dans l'après-midi ici aux États-Unis, mais également demain. Emmanuel Macron s'entretiendra directement avec les conseillers de Joe Biden. L'un des effets que pourrait produire le Pentagone, on l'a dit, c'est un soutien militaire et financier aux armées qui pourraient s'opposer à quelconque forme d'initiative militaire russe en Ukraine, même si, au cours de l'entretien, Vladimir Poutine a répété qu'il n'avait pas l'intention de s'emparer du territoire ukrainien, même partiellement. Et Vladimir Poutine a dénoncé ce mardi auprès de Joe Biden le potentiel militaire croissant de l'OTAN aux frontières de la Russie, lié à son soutien à l'Ukraine. Il a demandé des garanties sur le non-élargissement de l'alliance atlantique vers l'Est. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré également que c'était une erreur d'imputer à la Russie toute la responsabilité des tensions actuelles en Ukraine. On va justement aller en Ukraine, retrouver notre correspondant Gulliver Krag. Joe Biden doit maintenant téléphoner au président ukrainien Volodymyr Zelensky pour lui rendre compte de cette discussion donc entre les deux présidents. Gulliver, l'Ukraine salue pour l'instant le soutien américain, mais la crainte est toujours grande d'une offensive russe. Oui, pour le moment, il y a juste eu un conseiller à la présidence ukrainienne qui a exprimé la reconnaissance du pays pour le soutien américain, mais qui a aussi dit qu'il n'y a rien de très concret qui n'est sorti de cette discussion. C'est d'ailleurs ce à quoi l'Ukraine s'attendait. On ne pensait pas qu'il y aurait des annonces très dramatiques ce soir. Bien sûr, peut-être que c'est quand Volodymyr Zelensky et Joe Biden auront la chance de parler que Joe Biden pourra lui dire un peu plus en privé ce qui s'est réellement dit dans cette conversation, parce que dans ce qui a été dit officiellement par la Maison-Blanche, il n'y a rien qui n'avait pas déjà été dit avant la conversation. Les États-Unis menacent des sanctions sévères contre la Russie en cas d'une escalade majeure de ce conflit. En revanche, ce que le Kremlin a dit, déjà, ils ont mis bien du temps à publier leur communiqué, ce qui, certains Ukrainiens ont pensé que c'est mauvais signe. Et le ton du communiqué est certainement très combatif. Les Russes réitèrent leur position comme quoi ce serait uniquement un conflit interne en Ukraine et pas du tout une agression russe. Ils persistent à nier leur soutien aux séparatistes, soi-disant séparatistes dans le Donbass qui occupent une partie de cette région de l'Est de l'Ukraine, malgré toute l'évidence de leur soutien et même du fait qu'en réalité, ils contrôlent ces séparatistes dont les leaders, au tout début, en 2014, je vous rappelle, étaient des citoyens russes. Mais cette fiction, si vous voulez, que c'est une affaire interne à l'Ukraine, la Russie insiste encore là-dessus. Et puis la Russie dit que ce n'est pas du tout eux qui sont l'agresseur ici, mais plutôt l'OTAN qui, selon le Kremlin, aurait des manœuvres agressives en Ukraine. Mais tout ça publié dans un ton qui laissait entendre, à mon sens, qu'ils n'étaient pas du tout contents de comment la conversation s'était déroulée. Mais bon, ça c'est mon analyse et je pense qu'on est vraiment dans une phase où on ne peut que spéculer sur ce qui s'est réellement dit. Et on va continuer à suivre cela dans les prochains jours. Ce mercredi, en tout cas, c'est l'anniversaire de la dissolution de l'URSS, une dissolution que le président Poutine regrette. Est-ce qu'il se trouve encore en Ukraine des gens pour regretter l'URSS ? Pour la précision, c'est l'anniversaire de la signature de l'accord qui a mené à la dissolution de l'URSS qui est avenue finalement le 26 décembre. Mais oui, c'est là la grosse différence, je pense, entre Vladimir Poutine et
une assez grande partie de la population russe et les Ukrainiens sur leur conception de l'Ukraine. Vladimir Poutine a une image de l'Ukraine où il y aurait encore une très grande partie de la population russophone et aussi russophile et aussi peut-être nostalgique pour l'Union soviétique comme lui se le montre de plus en plus. Le fait est que oui, on rencontre des nostalgiques de l'Union soviétique en Ukraine, peut-être plus dans l'est du pays que dans l'ouest, mais cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont pro-russes. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que ces gens-là, je pense qu'ils sont dans la minorité. Il y a une plus grande partie de la population, et ce sont les résultats des élections en Ukraine ainsi que les sondages qui le montrent, qui sont très très attachés à l'indépendance de l'Ukraine et au statut européen de l'Ukraine et à cette orientation géopolitique pro-occidentale. Et une partie significative de ces gens-là considèrent l'Union soviétique comme un traumatisme infligé au peuple ukrainien et infligé par la Russie, et ça alimente leurs sentiments anti-russes. Mais c'est surtout bien sûr l'agression de la Russie envers l'Ukraine depuis l'annexion de la Crimée et le début du conflit dans le Donbass qui a vraiment concentré les esprits ukrainiens et qui a abouti à une sorte de prise de conscience de l'identité nationale qui arrive naturellement dans des familles qui, par exemple, des couples qui parlent russe entre eux jusqu'à ce qu'ils font des enfants, et au moment où ils ont des enfants, ils se décident à se mettre à parler ukrainien pour que les enfants grandissent en parlant la langue nationale, l'ukrainien, et aussi au niveau officiel avec une politique de promotion de la langue ukrainienne et une politique d'encouragement, si vous voulez, du patriotisme dans les écoles. C'est contre-productif, si vous voulez, pour Vladimir Poutine, ce qu'il est en train de faire, parce qu'il ne fait que plus éloigner la plupart des Ukrainiens, je dirais, de la Russie, même si, bien sûr, il continue à exister une minorité, et une grande minorité en Ukraine, qui continue à avoir des sentiments plutôt favorables à la Russie. Merci beaucoup, Gulliver Krag. Des réfugiés Rohingyas ont porté plainte en Californie contre Facebook. Ils accusent le réseau social d'avoir laissé se propager des messages de haine qui ont conduit au génocide dont ils ont été victimes à partir de 2017 en Birmanie. Ces Rohingyas réclament 150 milliards de dollars d'indemnités. Florent Rodeau. Facebook a-t-il poussé certains utilisateurs à se radicaliser, favorisant ainsi le génocide des Rohingyas ? Oui, clame un groupe de réfugiés issus de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie à partir de 2017. Dans sa plainte déposée en Californie, il accuse le réseau social d'avoir favorisé la désinformation et les idéologies extrémistes, avec pour conséquence des actes violents dans le monde réel. Facebook est comme un robot programmé avec une unique mission, se développer. La réalité indéniable est que la croissance de Facebook, nourrie par la haine, la division et la désinformation, a laissé dans son sillage des centaines de milliers de vies de Rohingyas dévastées. Et ces accusations ne sont pas nouvelles. En 2018 déjà, des experts des droits de l'homme des Nations Unies avaient déclaré que Facebook avait joué un rôle déterminant dans la propagation des discours de haine en Birmanie. Auditionné par le Congrès américain, Mark Zuckerberg avait alors promis d'agir. We're standing up a product team to do specific product changes in Myanmar and other countries that may have similar issues in the future to prevent this from happening. Il y a quelques semaines, la lanceuse d'alerte française Saogen l'assure à son tour. Facebook encourage les discours de haine dans le but de dégager des profits. Ancienne employée du géant américain, elle l'accuse aussi de ne pas investir assez dans la modération des contenus écrits dans les autres langues que l'anglais. Invité de ce journal, David Camroux, chercheur associé au Centre de recherche international de Sciences Po, spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Facebook aurait servi, selon cette plainte, à propager la haine anti-Rohingya. Le réseau social aurait joué un rôle similaire à Radio Mille Collines lors du génocide au Rwanda ? Je crois que c'est le cas. Il faut savoir que la Birmanie a connu une évolution rapide et après 2011 ou 2010 commence la transition démocratique jusqu'en 2021, jusqu'au coup d'État de cette année. Et en fait, on est allé à un pays vraiment autoritaire, sans censure, avec beaucoup de censure, sans liberté de la presse, vers un pays où la liberté de presse est devenue presque totale, et surtout que les médias sociaux
ont pris une place très importante, très rapidement, surtout à partir de 2015, après les premières élections démocratiques de 2015. Donc, ils ont joué ce rôle, effectivement, qui devient une liberté de parole, mais aussi la liberté de parole, c'est aussi la liberté pour exprimer les choses haineuses, en fait. Justement, quelles sont les accusations concrètement qui pèsent contre Facebook? Est-ce que c'est seulement, j'ai envie de dire seulement, mais bon, c'est quand même déjà beaucoup, la propagation de messages de haine, ou est-ce qu'il y a également, est-ce que Facebook aurait pu servir de support pour des communications entre génocidaires, pour la logistique de ce génocide? C'est possible, mais c'est surtout que Facebook a joué un rôle avec disons, les extrémistes bouddhistes, le mouvement Mabata, qui était dirigé par un moine qui s'appelle Wiratu, qui prêchait justement la haine contre les musulmans et qui était extrêmement populaire dans ce pays. Donc, on est dans un pays où la majorité Bama est déjà xénophobe et déjà raciste, presque par tradition, par histoire, et ça a servi avec la démocratisation d'amplifier en fait ce phénomène. Mais Facebook, c'est un peu le véhicule, c'est pas Facebook en soi qui est la cause de ces expressions de haine, qui trouvait le racine dans l'histoire du pays, dans un pays où les Bama se considèrent comme supérieurs aux autres minorités qui représentent à peu près un tiers de la population. Et donc, ils ont profité, en fait, de ces messages qui existaient, en fait, que ce genre de discours qui existait pour justement pour s'implanter et pour bénéficier pour les affaires. La justice américaine protège l'entreprise Facebook, qui ne peut pas être donc tenue pour responsable pour les messages publiés par ses utilisateurs. Est-ce que cette entreprise pourrait être jugée selon d'autres codes de loi, la loi Birman par exemple? Ben, tout est en fait, ce qui arrive actuellement, c'est que nous sommes dans une situation, depuis le coup d'État, nous sommes rentrés dans une espèce de guerre civile. Et la guerre civile se fait sur deux fronts, le front intérieur, mais également le front à l'extérieur, sur l'opinion internationale, sur la reconnaissance du gouvernement exil, par exemple. Et ça, ce procès s'intègre justement dans cette logique qu'il faut décrédibiliser les putschistes, la junte militaire au pouvoir, qui était responsable justement du génocide de 2017. Et donc, ce procès s'inscrit dans cette guerre civile actuelle où la plupart des Birmans souhaitent le retour vers un pays démocratique. Et la chose qui est positive dans cette affaire, c'est que maintenant en Birmanie, on se rend compte de la responsabilité des uns et des autres dans le génocide contre les Rohingyas. On se rend compte qu'on a besoin de créer un système fédéral où chacun va trouver sa place, y compris les minorités, y compris les Rohingyas. Donc, dans ce malheur, dans le printemps birman qu'on vit actuellement, il y a des signes d'espoir pour l'avenir. La première ministre Aung San Suu Kyi avait été durement critiquée pour son manque de prise de position contre le génocide lorsqu'il était intervenu en 2017. Or, c'est elle aujourd'hui qui représente l'opposition à la junte militaire. Est-ce que elle pourrait reprendre justement le gouvernement avec ce passif-là? Les militaires rendent un grand service au mouvement démocratique en gardant Aung San Suu Kyi aux prisons. Elle est beaucoup plus puissante en tant que symbole qu'en tant qu'acteur politique. Maintenant, le mouvement démocratique, Aung San Suu Kyi, c'est un peu le passé. C'est un symbole, c'est une référence, et on se rend compte de ses erreurs, notamment quand il est allé à La Haye pour défendre les militaires contre les accusations de génocide devant le Cour international de la justice. Donc,
effectivement, elle va pas revenir en tant que telle. Et en effet, elle vient d'être condamnée de 2 ans de prison. Mais maintenant, les militaires sont en train de faire une chose complètement contre-productive. Ils sont en train de réhabiliter son image en le rendant un martyr et donc en l'emprisonnant. Et ça donne aussi un peu d'élan aussi au mouvement démocratique. Merci beaucoup, David Camroux, pour ces explications. Merci à vous. Le Chili ouvre le mariage aux couples homosexuels. Le Parlement a validé le projet de loi ce mardi. Reste au président Piñera à promulguer le texte, ce qu'il fera rapidement puisque c'est lui qui avait demandé en juin dernier aux parlementaires de statuer en urgence. Sébastien Piñera achève son mandat en mars prochain. Ce projet de loi avait été déposé en 2017 par sa prédécesseur, Michelle Bachelet.